le Sénégal a connu une trajectoire historique en matière de gestion foncière. On peut dire que la dernière grande réforme foncière au Sénégal date de 1964 avec la loi sur le domaine national. Une loi qui a été mise à l'épreuve pendant plusieurs décennies et les premiers diagnostics ont commencé et beaucoup d'experts ont eu à dire qu'il fallait faire un diagnostic approfondi de cette loi-là pour essayer de proposer des solutions innovantes. Le premier diagnostic, en tout cas phare, c'est l'année 1996 avec le plan d'action foncier qui a été établi sous l'égide du ministère de l'Agriculture où un diagnostic a été fait sur le foncier et des propositions de réforme, en tout cas proposées à l'époque. Mais de ce diagnostic, il était apparu qu'en milieu rural, il était nécessaire de promouvoir l'outil cadastral pour mieux sécuriser les assiettes foncières. Cela n'avait pas donné de résultat par la suite. La loi d'orientation agro-silvopastorale est venue en 2004. Ce n'était pas une loi foncière, mais c'est une loi qui avait des objectifs de réforme foncière. Ce qui a fait qu'en 2005, il y a la commission de réforme du droit de la terre qui n'a pas donné les résultats escomptés. Il a fallu attendre 2012 avec la commission nationale de réforme foncière qui a fait un diagnostic beaucoup plus approfondi et a fait des propositions au plan technique. Le plan Sénégal émergent est venu entre-temps et a également des objectifs en matière de sécurisation des assiettes foncières et une ambition de réalisation des cadastres universels. Donc là, on est dans la réforme par les outils de promouvoir la gouvernance foncière et la sécurisation foncière en milieu rural. Donc le PROCOSEF a été financé par la Banque mondiale dans ce contexte, dans cette perspective, parce que vers les années 2014, la Banque mondiale avait financé un projet hydro-agricole PIDAS au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et c'était un projet hydro-agricole, mais qui avait une dimension foncière, qui a fait qu'il y avait une expérimentation un peu d'une gestion foncière beaucoup plus sécurisée en milieu communal, en milieu rural. Et on s'est dit qu'il faut essayer de monter à l'échelle pour corriger les imperfections à travers ce projet-là, aider le gouvernement à renforcer le cadastre au niveau national, mais aider les communes à promouvoir beaucoup plus d'utilisation de nouveaux mécanismes et promouvoir la gouvernance foncière donc, au niveau des territoires. Comment nous avons fait pour choisir aujourd'hui 138 communes sur les 155 que compte le pays? Et nous avons posé deux principes et trois critères. Le premier principe, c'est le principe d'équité territoriale. C'est ce principe-là qui a fait que le projet couvre les 14 régions administratives du Sénégal. Toutes les régions administratives du Sénégal, aujourd'hui, les 14 bénéficient du projet. L'autre principe, c'est le principe d'efficacité. Et ce principe a conduit à regrouper les communes en grappes. On s'est dit qu'il n'était pas nécessaire et ce n'était pas d'une efficacité de laisser les communes de manière isolée. C'est pourquoi on a regroupé les communes par grappe. Ce qui fera qu'une commune peut répondre aux critères, mais du fait du principe d'efficacité, il est écarté parce qu'il est isolé par rapport à la grappe. Les critères, il y a un premier critère qui concerne les zones agroécologiques. Nous savons tous les zones naturelles du Sénégal, la Casamance naturelle, le Bundu, la vallée du fleuve Sénégal, le Ferlo, la zone des Niayes et le grand bassin arachidier. Et toutes ces localités également devraient être servies. Et le second critère, c'est les zones où les problèmes fonciers se posent avec beaucoup plus d'acuité. Et un troisième critère sur les zones à potentialité économique grande. Donc,
Pour maintenant arriver au choix de manière beaucoup plus concrète, nous avons utilisé les données de l'ANSD. Nous avons utilisé également les données disponibles au niveau des services techniques de l'État, notamment au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, pour faire une sorte de modélisation, pour arriver au choix des 138 communes. Et ce choix-là n'a pas été fait seulement par le groupe de travail. Le groupe de travail a invité l'association nationale, l'amicale des maires du Sénégal, AMS, qui a passé à nos travaux, le ministère des collectivités territoriales, les services techniques au niveau de la DGID et tous les acteurs ont, on a validé ensemble le choix de ces 136 communes. Parce que le financement était limité, on ne pouvait pas de manière réelle donc couvrir toutes les communes du Sénégal. On a voulu être clair dès le début et faire ce que les juristes appellent une définition négative, c'est-à-dire dire ce que le projet n'est pas. C'est un projet qui n'est pas un projet de réforme foncière. La réforme foncière suppose de prendre des lois et des règlements sur le foncier. Le projet également n'est pas un projet d'immatriculation des terres. Parce que quand on entend le cadastre, certaines personnes peuvent croire que l'État est venu pour immatriculer les terres du domaine national. Le projet également n'est pas un projet de fiscalité foncière. Là, nous allons promouvoir un outil, le cadastre, avec la promotion de la bonne gouvernance. Et après le travail, tous les utilisateurs, les acteurs, maintenant sont libres d'en tirer les conséquences. Mais du point de vue de notre affichage, on ne va pas pour aller fiscaliser le monde rural. Nous avons trois composantes techniques opérationnelles. La première composante, c'est une composante qui concerne le développement et le renforcement des infrastructures. Fort de cela, nous travaillons avec les services de l'État, avec par exemple l'ANAT, où nous allons essayer de renforcer et de moderniser le réseau géodésique national. Et cela va permettre aujourd'hui de passer de 4 stations corses avec la mise en œuvre du Procosep, on atteindra les 22 stations corses. Et nous avons également acquérir des images aériennes et des images satellitaires. Au niveau urbain, nous avons des images aériennes avec une résolution très appréciable par les services techniques de 5 cm et en milieu rural avec les images satellitaires une résolution de 30 cm. Et nous avons fait et nous ferons que dans les contrats que ces acquisitions-là, déjà ça couvre l'ensemble du territoire national, mais que après tous les utilisateurs pourront utiliser ces images-là pour le travail. Au niveau communal, nous allons renforcer la gestion au niveau des communes par la construction de bureaux fonciers, surtout les 136, sur toutes les 136, 138 aujourd'hui communes du PROCAFEF, nous allons construire un bureau foncier équipé avec un système d'information communal et on essaiera de l'interconnecter au système national qui est en train d'être mis en place par la Direction générale des impôts et des domaines. Et là, vraiment, c'est au niveau des infrastructures. Il y a aussi des appuis ponctuels en termes d'équipement aux services techniques, la DGI, de l'administration territoriale, l'ANAT, ainsi de suite. Et la deuxième composante, maintenant, c'est la composante sur le terrain. C'est là où on va prendre, puisque les services de l'État n'ont pas les moyens en matériel et les moyens humains nécessaires, nous allons travailler avec des cabinets, mais des cabinets qui ne vont pas travailler seuls. Ils seront supervisés par déjà notre unité régionale de mise en œuvre en relation avec les services techniques, surtout du cadastre et de la Direction générale des impôts et des domaines de manière générale, qui vont faire la cartographie générale au niveau des communes, qui vont faire les enquêtes nécessaires, ils vont essayer de
classer les zones, les zones, les aires protégées, les forêts classées, les zones non aedificantes, pour essayer d'éviter que les communes délibèrent sur ces espaces-là. Et dans la procédure de délibération également, essayer de sécuriser la délibération. Par, sur chaque parcelle, il faudra un nouvel identifiant cadastral qu'on appelle communément NICAD, et du reste qui est obligatoire depuis 2012 sur le domaine national comme sur le domaine de l'État. Donc, nous avons travaillé aujourd'hui sur un manuel des opérations qui va servir de guide pour les travaux sur le terrain, avec les communes, avec la traçabilité que le processus va permettre et la sécurisation du droit que cela permet. Les communes, au nom du principe de la libre administration des collectivités locales, vont apprécier et délibérer. Mais au plan technique, nous voulons arriver à un niveau où, du point de vue de la technicité, il n'y aura pas une très grande différence entre le bail et la délibération. Même si la nature juridique des deux titres ne sont pas les mêmes. Mais du point de vue des caractéristiques techniques, on peut arriver à ce niveau-là. Et enfin, nous avons la troisième composante technique, qui est la composante relative à la formation et dialogue multi-acteurs. Parce qu'on s'est dit, pour mettre tout cela, il faut des ressources humaines de qualité. Et au Sénégal, il n'y a pas juste là une formation véritablement type sur le foncier. La science foncière, que j'aime le dire, est une science qui est un peu diffuse dans beaucoup de matières, beaucoup de disciplines. On est droit, on est formé sur le foncier, les géographes, les sociologues, les géomatriciens, les géomètres, chacun a un peu une connaissance sur le foncier. Donc, nous allons essayer d'encourager et de promouvoir la formation sur les métiers du foncier, des formations certifiantes, des formations également diplômantes. Et sur les formations certifiantes, donc, la première catégorie qu'on va former, c'est les agents fonciers. Aujourd'hui, la formation a démarré avec l'Université de Dakar à travers l'ESEA, avec qui on a une convention de partenariat. Et au moment où je vous parle, il y a 74 jeunes qui suivent une formation socio-juridique sur le foncier. Et cette formation-là sera complétée par une expérience sur le terrain et l'Université de Thiès va prendre le relais pour renforcer les agents fonciers à une formation beaucoup plus technique maintenant, sur comment, par exemple, lire un plan, comment analyser, apprécier des levées de peau, comment manipuler un GPS, etc., etc. Ce qui fera qu'on aura au niveau de la commune un agent foncier recruté par la commune, mais dont le projet assure la formation. C'est très important parce que c'est un pas important vers la pérennisation. Parce que c'est un agent de la commune qui sera payé par la commune. Mais dans le cadre de cette formation, au-delà des agents fonciers, nous allons également former d'autres jeunes techniciens sur le foncier. On va essayer d'appuyer les jeunes également sur les études doctorales, sur les questions voisines, ou les questions foncières, ou les questions voisines. Mais cette formation-là également va s'intéresser les acteurs aujourd'hui au niveau de la commune. Il faut former la commission domaniale, il faut former les maires, il faut même au niveau village former les chefs de village, ainsi de suite. Et également former l'administration territoriale. L'administration territoriale qui a la charge du contrôle de la légalité. Lors de nos tournées, ils ont même, les préfets, sous-préfets, gouverneurs ont exprimé le besoin de formation sur les procédures, mais également ultérieurement, lorsque le système d'information foncière sera développé, ils seront utilisateurs et chaque utilisateur devra recevoir une formation. Mais à côté de la formation, il y a ce qu'on appelle le dialogue multi-acteurs, parce que c'est le foncier
il faut développer un dialogue permanent entre les acteurs, que les acteurs de la société civile comprennent ce que fait l'État également comprenne les préoccupations des acteurs de la société civile. Et ça, cela va promouvoir une gestion équilibrée et apaisée des questions foncières. C'est pourquoi nous avons passé des conventions avec le CRAF, le cadre d'action et de réflexion sur le foncier, qui est un cadre de la société civile, le comité de pilotage également sur les directives volontaires, et toutes ces organisations-là vont nous aider sur le terrain, sur le plaidoyer, sur la sensibilisation, la communication. Donc, maintenant, tout se fera sous la supervision maintenant du projet, donc du projet de ces experts. Donc, voilà en fait les trois composantes techniques. De manière basique, on peut dire que la mise en œuvre du projet, si tout ce que l'on souhaite mettre sur place, on y arrivera, cela va amener une meilleure gouvernance foncière à poursuivre par la transparence et la traçabilité des données que le système qu'on va mettre en place va permettre. À coup sûr, les litiges fonciers vraiment vont, je ne dirais pas disparaître, mais peuvent diminuer dans nos zones d'intervention. Un impact positif et réel sur le terrain. Mais on est un projet, quand on parle de résultats, il faut passer aux indicateurs. On a un indicateur de développement qui veut qu'on fait beaucoup de kits d'affectation sécurisés avec un ICAT maintenant enregistré dans le système d'information foncière. Là, ce que nous visons 1 million au moins de personnes. Là, comme tout projet, il faut mettre en place des indicateurs. Et sur ces 1 million de personnes-là, nous visons également à atteindre 150 000 ménages. Et ces indicateurs-là, en termes de personnes, sera désagrégé pour savoir le pourcentage pour les femmes, pour les jeunes et autres.